Madame la présidente, madame la garde des Sceaux, madame la présidente de la commission des lois, madame et monsieur les rapporteurs, mesdames et messieurs les députés. Le texte de réforme de la justice dont nous sommes saisis aujourd'hui est indéniablement l'un des textes majeurs dont nous débattrons au cours de la législature. Il nous donne l'occasion de repenser substantiellement le sens et le fonctionnement de la justice en France. Selon les mots du juriste Hans Kelsen, l'expérience de l'injustice s'impose clairement à notre conscience. Mais la justice reste difficile, sinon impossible à cerner et à définir. Pourtant, la justice est au cœur de notre contrat social et démocratique. Articulée autour de deux fonctions, elle est d'une part garante des valeurs fondamentales de notre société, notamment les libertés individuelles. Elle permet ainsi, pour reprendre la formule d'Aristote, de donner à chacun son dû. Chaque citoyen peut alors réclamer son dû, son droit, devant un juge investi de l'autorité d'appliquer la loi. D'autre part, la justice a pour objectif de préserver la paix sociale. Cela s'exprime notamment par la dimension cathartique du procès et par la finalité réparatrice de la décision judiciaire. La justice est essentielle à notre démocratie. Il convient donc de lui donner les meilleurs moyens de fonctionnement et la rendre accessible à tous les citoyens. Or, depuis de nombreuses années, notre appareil judiciaire se heurte à de sérieuses carences. Juridictions sous-dotées et encombrées, vacances de postes, délais de traitement excessifs, surpopulation carcérale, personnel pénitentiaire sursollicité, la liste est hélas encore longue. Entre 1959 et 2017, la Cour européenne des droits de l'homme a ainsi condamné la France à 272 reprises sur le seul fondement de violation au droit à un procès équitable. À titre comparatif, 24 condamnations ont été prononcées contre l'Allemagne et une seule contre le Danemark. Ces défaillances tiennent en grande partie à l'insuffisance des crédits alloués à la justice. En 2016, le budget public accordé au système judiciaire par habitant n'atteignait pas 66 €, alors que chez nos voisins allemands et luxembourgeois, par exemple, il représentait respectivement 122 et 157 €. Mais comparaison n'est pas complètement raison, et la question budgétaire ne saurait être ni la seule cause des dysfonctionnements de notre appareil judiciaire, ni non plus la seule réponse. Face à ces constats, vous avez souhaité, Madame la Ministre, lancer, sur la base de la consultation et des réflexions menées au travers des 5 chantiers de la justice, une réforme, et nous allons essayer de tracer quelques traits de cette réforme. Le groupe MoDem et apparentés salue tout d'abord le travail de concertation qui a été mené, et il salue également l'augmentation du budget de la justice prévue par le projet de loi. De manière continue, sur toute la durée du quinquennat, cette augmentation témoigne enfin d'un effort budgétaire ambitieux et inédit. Elle permettra une programmation sereine et pertinente des choix d'investissement à réaliser, et cette courbe budgétaire qui conduira à une augmentation de 24% de hausse du budget en 2022 s'accompagnera également d'un renforcement important des moyens humains de notre justice. Alors certains estimeront que cet effort est insuffisant. Ils n'auront peut-être pas complètement tort, mais premièrement, la majorité s'astreint à une discipline budgétaire que nous assumons, et deuxièmement, la réforme de la justice proposée dans ce texte va au-delà. Ces ressources supplémentaires permettront de mettre en œuvre les chantiers suivants. L'amélioration des conditions de travail des personnels, notamment par une diminution des vacances de poste et par une meilleure reconnaissance professionnelle. Un grand plan de numérisation de la justice qui permettra des gains effectifs de temps, mais aussi une proximité accrue pour le justiciable. La construction de 7000 places de prison d'ici 2022 et l'amélioration de l'entretien du parc existant. Nous l'avons dit et répété durant les travaux que la commission des lois, sous l'impulsion de notre présidente Yaël Braun-Pivet, a menés autour de la question de la prison. La prison n'est pas, ne doit pas être, la seule réponse à une condamnation. Et si nous croyons que la prison n'est pas et ne doit pas être la seule façon de punir, il s'avère pour autant nécessaire de profondément améliorer les conditions de détention dans notre pays, par dignité et humanité pour les prisonniers, mais également pour les personnels pénitentiaires. Le développement des alternatives à la détention et l'amélioration de l'accompagnement des personnes placées sous main de justice par un développement de l'insertion et de la probation en vue de lutter contre la récidive, véritable double peine pour la société.
Le groupe Modem et Apparentés se félicite de l'idée structurante du projet de loi de rendre plus proche, plus lisible et plus rapide la justice, en particulier les mesures permettant aux juges de recentrer leur office, le développement des modes de règlement alternatifs et des différends, la simplification des procédures et le recours accru à la dématérialisation donneront à tous les acteurs de la chaîne judiciaire les moyens d'optimiser leur travail. Les justiciables seront alors mieux informés et reliés aux juridictions. Ils pourront constater une accélération du traitement de leurs demandes. En outre, le projet de loi est porteur d'une véritable innovation. Il propose une nouvelle échelle de sanctions pénales. Les formations de jugement seront ainsi en mesure de prononcer des travaux d'intérêt général de manière autonome à toute autre sanction. Elles pourront également aménager directement certaines peines d'emprisonnement ferme. Ces mesures permettront, nous l'espérons, d'instaurer de véritables sanctions personnalisées et alternatives à la prison et constitueront une avancée majeure en matière d'individualisation des peines. Au 1er janvier 2018, le taux d'occupation des prisons était de 115%. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette situation, d'autant que dans les maisons d'arrêt, la situation est alarmante. En effet, en juillet 2018, ce sont 1667 personnes qui dormaient sur un matelas au sol dans nos prisons. Et bien souvent, les cellules de 9 mètres carrés sont occupées par 3 ou 4 personnes. En 2009, Rachida Dati dénonçait une situation alarmante dans nos prisons. Elle disait, en présentant le projet de loi pénitentiaire, je la cite, « La réalité de notre situation pénitentiaire, une forte surpopulation carcérale, des établissements vétustes, des actes de violence commis en détention. » C'était il y a bientôt 10 ans. Et la situation n'a pas changé. Ou plutôt, elle ne s'est pas améliorée. Nos prisons sont toujours pleines et vétustes, il y règne un climat d'insécurité, et les détenus ressortent bien souvent plus délinquants que lorsqu'ils y sont entrés. Alors le gouvernement a mis en place un suivi des publics détenus radicalisés, mais la prison reste pour la plupart un lieu toxique. Et face à ce constat, nous devons utiliser les moyens alternatifs à l'enfermement pour punir tout en réinsérant. Comme sur de nombreux autres sujets, la majorité n'est pas responsable de cette situation alarmante. Nous en héritons. Nous ne devons pas fuir face à ces difficultés. Nous avons le devoir de nous saisir de ces sujets et nous le devons aux personnes incarcérées, nous le devons au personnel de l'administration pénitentiaire et nous le devons à tous les citoyens. Avant de finir, je souhaiterais revenir sur les points de désaccord ou plutôt de vigilance que nous avons sur le projet. Le groupe Modem et Apparentés a en effet souhaité vous présenter des propositions afin d'améliorer certains aspects de ce texte et je tiens ici à souligner 2 points. Le premier concerne l'article 6 sur la possibilité de donner au directeur des CAF, pour une expérimentation, la possibilité de réviser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Cette mesure nous semble devoir être davantage précisée et encadrée, et les amendements votés par le Sénat nous indiquent la piste à explorer. Il nous semble primordial, à minima, que les recours susceptibles d'être exercés contre les décisions des directeurs de CAF, à cet égard, soient suspensifs. Le second point de vigilance est le recours à la vidéo-audience, que vous appelez vidéoconférence. Nous y sommes opposés, car la justice doit rester incarnée et humaine. Se passer de la proximité physique du juge et du prévenu, même pour les cas de prolongation de détention provisoire, ne pourrait être une solution au manque de moyens et à la difficulté réelle qui existe de déplacer un détenu. Le recours à la vidéoconférence doit rester l'exception et l'on ne peut, sauf circonstances exceptionnelles déjà prévues par notre droit, nous affranchir de l'accord de la personne concernée. Ainsi, vous l'aurez compris, hormis ces quelques réserves dont nous débattrons dans les jours qui viennent, le groupe Modem soutient pleinement ce texte qui préfigure ce que sera la justice des années à venir. Je vous remercie.